Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois Sarah Brisson-Legault. Sarah est préparatrice mentale des Carabins. Elle travaille aussi avec Boxe Canada et elle est détentrice d'une maîtrise en préparation mentale de l'Université d'Ottawa. Salut Sarah, ça va? Salut, ça va toi? Mais oui, ça va bien. Comment tu te sens là? Parce que là, toi, tu es préparatrice mentale. Mais je me demande, les gens te demandent-tu aussi toi comment ça va? Oh, c'est une bonne question. Les gens me le demandent. Ouais. Okay. C'est drôle, tu dis ça parce que dernièrement, j'essaie de faire un effort de pas juste me limiter à un ça va, parce que c'est pas vrai que ça va. C'est tout, là, dans le fond. Mm-hmm. Fait que les gens me le demandent. Puis j'essaie de mettre plus de mots. Fait que ça va un peu stressée, un peu nerveuse, mais plus excitée, je dirais. Puis, je reviens d'un voyage toute seule à lire des livres, fait que full reposer, j'ai refait mes énergies. En République, je suis allée dans un tout inclus. Okay. Mon visage veut dire, ça fait comme 10-12 ans que j'avais pas fait un tout inclus parce que c'est moins mon vibe de voyage. Puis là, j'avais vraiment besoin, après les saisons Carabins, de comme refaire mes énergies cognitives, mais spirituelles, mentales aussi. J'étais vidée. Fait que je suis allée toute seule, c'est ça, dans un tout inclus, avec mes livres. Nice. Puis j'ai littéralement alterné entre le petit coffee shop, ma chambre, puis une chaise sur la plage avec mon livre. Puis c'était wow! Insane. Ouais. C'est ça. On dirait que souvent, quand on pose ça la question de comment ça va, tout le monde dit « Ah, ça va ». Mais on dirait que la question qu'on devrait poser, c'est comment tu te sens? Tu te sens-tu bien en ce moment? Ah, ouais, je me sens bien. Ah, je me sens correct. Puis tu disais que tu étais stressé. C'est-tu à cause que ça recommence bientôt, une saison, ton travail? Qu'est-ce qui te stresse? Je quitte dans même pas 2 semaines pour un voyage avec Boxe Canada en France pour plusieurs semaines. Okay. Puis j'ai comme beaucoup de trucs à faire avant le départ. OK. Fait qu'un petit 2 semaines un peu rock'n'roll, mettons. Fait que c'est ça. L'idée d'équilibre, de balance, de comme on revient d'une semaine à rien faire, à déconnecter complètement. Puis là, tu sais, tu reviens toujours avec le désir de « Hey, je vais continuer sur cette lancée-là. » Je veux que la vie soit plus comme ça. Équilibrée. Puis finalement, ça prend un claquement de doigts. Puis on est retourné dans... En tout cas, moi, dans le perfectionnisme, puis dans vite, puis l'efficacité, puis la productivité. Fait que là, c'est 2 semaines comme ça, puis on dirait que des fois, je regarde mon horaire, puis je suis comme « Je respire plus, là. » Mais après ça, c'est ça. Après ça, je suis à l'extérieur pour comme un bon 5 semaines. Wow. Fait que, OK, bien justement, je voudrais qu'on en parle pour savoir, pour que les gens comprennent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Fait que préparatrice mentale pour les athlètes, qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est tellement une large question. Ouais, hein? Bon, fait que dans le fond, avec les dernières années, ben en fait, en Europe, aux États-Unis, il y en a des psychologues sportifs ou des consultants en performance mentale un peu dans toutes les équipes depuis vraiment longtemps. C'est comme ici qu'on est un peu en retard, mettons, je vais le dire comme ça. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça optimise ta performance mentale. Fait que, dans le fond, basically, là, c'est que on fait plein d'entraînements physiques pour comme entraîner notre corps, fait qu'être plus fort, pour courir plus vite, pour être plus explosif, pour sauter plus haut, pour name it. Puis on fait pas grand-chose pour entraîner notre cerveau. Fait que ce que ça peut ressembler, si j'essaie de donner du concret ou du tangible, ça serait, bon, exemple, je suis dans un match de football, je fais une grosse erreur. Quand je dis une grosse erreur, c'est toutes tes perceptions, là, mais mettons, je rate un gros catch. Là, je suis wide receiver, je manque un ballon. Puis, l'athlète classique, c'est difficile de recover un peu de ça. On est un peu déçu, fâché, etc. Fait que des stratégies de refocus, donc d'avoir une petite routine une petite routine post-erreur pour réussir à ramener ta tête dans le bon mindset, dans la bonne attitude pour continuer à performer. Parce que c'est pas une erreur qui va coûter ton match, tu sais. Non, c'est ça. Je vais donner un exemple vraiment classique dans la vie de tous les jours. Ça serait classique, la personne qui renverse son café le matin puis qui se dit « Ah, ça va être une journée de merde. » Oui, OK, ouais. Ben là, clairement, tu viens un peu de créer ta journée de merde parce que ton système de l'attention va se mettre à focusser sur tous les éléments pas cool dans ta journée. C'est un peu comme ça que notre cerveau fonctionne. Fait que c'est nous, avec notre attitude, qui va avoir créé un peu cette journée-là qui va être moins belle. Tandis que si je renverse mon café puis je me dis « OK, comme donnons la chance à cette journée d'être la plus belle journée de ma vie. » Puis ben là, on vient un peu d'ouvrir nos perspectives, on est moins en tunnel vision. Puis finalement, guess what? Probablement que ça va être une très belle journée, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose en sport. Pour moi, on a une limitation physique dans le sens que on peut s'entraîner,
c'est ça, j'ai fait beaucoup plus jeune, puis tu peux être très, très bon physiquement, mais ça a ses limites si t'es pas capable de gérer ton stress dans des situations où est-ce que t'as 80 000 yeux rivés sur toi. C'est ça. Où est-ce que t'es pas capable de refocus quand tu fais une erreur, ou exemple, un ref call une conduite antisportive puis ça te plaît pas. Aussi, si tu rentres dans ton match en n'ayant pas vraiment une très grande confiance, puis que tu associes un manque de confiance à une mauvaise performance, ben tu vas aussi engendrer ta mauvaise performance, va la créer. Fait qu'il y a comme plein de trucs, mais en gros, c'est... Dans le fond, on aide les athlètes à développer des habiletés mentales. OK. Ouais, que ça soit être plus dans la pleine conscience, mieux gérer son stress, son focus, son refocus, l'acceptation, l'autocompassion. Fait qu'on touche à performance et à bien-être, en gros. OK. Puis comment t'as-tu toujours voulu, t'as dit que quand t'étais plus jeune, tu t'entraînais beaucoup, comme rapidement, peux-tu nous dire un peu comment t'es arrivé dans ce milieu-là? J'ai pas toujours voulu faire ça, même vraiment pas, parce que j'étais un peu mêlée. Moi, j'ai comme une enfance, adolescence mêlée. OK. Je savais pas, j'étais pas l'enfant, mettons, qui a 8 ans, sait qu'elle veut devenir pompier, exemple, puis j'ai une belle ligne droite. C'était vraiment pas comme ça. C'était chaotique un peu, mon parcours scolaire. Fait que j'ai pas toujours su, même pas du tout, je l'ai su il y a pas si longtemps. Fait que dans le fond, rapidement, j'étais une athlète de soccer et de course, de demi-fond. J'étais très, très, très talentueuse physiquement. Mentalement, c'était vraiment toute autre chose. Pas de gestion de stress, des vomissements avant mes grosses compétitions, des chokes à des grosses compétitions. Fait que, Puis t'étais à quel niveau à peu près? Ben, dans le fond, j'ai joué au soccer universitaire, mais en demi-fond, niveau comme, tu sais, championnat canadien, puis tout ce qui est comme quand t'es plus jeune, là, Jeux du Québec, mais je gagnais ces compétitions-là. Fait que j'étais quand même douée. Mais il me manquait tout le côté mental. Puis aussi, parallèle à ça, rapidement, dans le fond, j'ai une famille qui est très spirituelle puis qui est beaucoup dans la croissance personnelle. Fait que j'ai toujours eu cet intérêt-là un peu pour l'humain. Je tripe sur l'humain, c'est ma plus grande passion à vie. Fait que déjà, à comme 12 ans, 14 ans, les seuls livres que je lisais, c'était des trucs sur croissance. Je comprends. Fait que ça m'amène à faire un premier bac en marketing, administration des affaires. J'ai détesté. Mais fallait que j'aille à l'école. C'était comme une croyance familiale. Puis... Mais pourquoi, si c'était la croissance personnelle, l'humain, ton thing, t'es allé en comme administration? Ben, je savais pas à ce moment-là que je tripais sur la croissance personnelle. Je faisais pas les liens dans ma tête. Je lisais ces livres-là, mais tu sais, sans penser qu'il peut avoir une carrière là-dedans. Je travaillais pour mon père très longtemps. Toute jeune, je faisais la caisse, je faisais la comptabilité, j'avais 8 ans, j'étais payée comme 2 piastres de l'heure. En tout cas, fait que j'étais allée en affaires, puis aussi j'avais tout dans les tests là, de comme orientation puis tout. Je scorais haut dans tout ce qui était comme leadership, fait que j'étais allée là-dedans. Vraiment, ça me sert aujourd'hui, fait que tant mieux. Ensuite, je suis partie en Asie. Encore la thématique d'être mêlée un peu. Puis, je suis revenue, puis j'ai recommencé un bac en kinésiologie, qui est la science de l'activité physique, parce que finalement, je me suis rendu compte que je tripais sur le sport vraiment plus que juste une activité de fin de semaine. Et j'ai fini mon bac en kin. J'ai pratiqué peut-être comme 2 ans, même 3 ans, puis j'ai travaillé avec le Collège de Vieux-Montréal. J'ai fait leur préparation physique et j'ai adoré le sport, le football en fait. Je trouvais ça super inclusif. Je trouvais que peu importe ta taille, ta grosseur, ta grandeur, ta couleur, peu importe, t'étais juste accepté. Puis on avait même un rôle pour toi. Tu sais, si tu faisais 400 livres, c'était full valorisé parce que tu vas servir à quelque chose, peut-être même vraiment bon. J'aimais vraiment ça, ce côté-là d'inclusion. Fait que j'ai trippé sur le sport et je me suis rendu compte rapidement que dans le fond, ce que j'aimais de mes séances avec des athlètes, c'était pas tant de bâtir leur programme d'entraînement, mais plutôt l'espèce de lien thérapeutique que j'avais avec eux ou d'alliance. Puis c'est ça qui faisait que j'étais quand même bonne dans ce domaine-là, mais je tripais pas tant, tu sais. J'étais comme, je ferais pas ça toute ma vie. Et aussi, dans le baccalauréat, on a eu 2 cours en psycho du sport, fait que, puis c'était les 2 cours que j'étais comme toujours super allumée. Vraiment. Et j'ai finalement su que cette maîtrise-là existait
dans le fond, c'est en psychologie du sport adapté, fait que c'est une maîtrise terrain et pas juste recherche, puis il y en a juste une, puis c'est celle à Ottawa. OK. Fait que je suis allée faire ma maîtrise, puis je vais me souvenir toujours de mon premier cours que le professeur nous avait fait une méditation guidée, puis je pleurais, j'étais comme... ouais, feeling de comme j'étais à ma place enfin, tu sais. Pour une fois, j'aime l'école, puis j'avais jamais eu ce feeling-là de triper sur quelque chose à l'école. C'est vraiment pas. C'était même difficile, l'école, toujours. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que finalement, ben, j'ai fait ma maîtrise, puis dans le cadre de la maîtrise, on avait un stage de 400 heures à faire. Je l'ai fait avec carabin, football, et carabin golf. Puis ensuite, ben, là, la suite des choses, ça a été justement après la première année de stage, ils m'ont engagé. Football voulait m'engager, golf voulait m'engager, puis finalement, ils ont décidé de... Ils avaient apprécié le travail que j'ai fait, fait qu'ils ont décidé d'élargir le poste. OK. Puis de créer, en fait, un nouveau poste qui est celui que j'ai en ce moment depuis presque 2 ans, qui est responsable de performance mentale et bien-être. Fait que dans le fond, je fais la préparation mentale de toutes les équipes Carabin. Puis je bâtis un peu comme un département de préparation physique, mais là, c'est un département de préparation mentale. OK. C'est tellement hot. C'est malade. Vraiment cool. Puis on dirait que ça serait comme la job de rêve, tu sais. Pour toi qui était comme, hey, j'aime le sport, hey, j'aime encore plus le foot. Puis là, t'es comme dans ton spot, là. C'est parfait. Puis qu'est-ce que tu fais concrètement avec l'équipe de foot? Tu sais, est-ce que tu rencontres tout le monde individuellement? Est-ce que tu fais des team meetings? Puis tu dis, hey, guys, on lâche pas. C'est comme, ça ressemble à quoi, tu sais? Avec l'équipe de foot, c'est l'équipe probablement avec laquelle je travaille le plus parce qu'ils sont 1/5 des étudiants athlètes de l'Université de Montréal. Ils sont 198. Fait que j'ai des interventions avec eux, oui, de groupe, environ 1 à 2 fois par semaine, surtout en saison. C'est quoi tu leur dis dans ces groupes-là? Oui. En pré-saison, c'est beaucoup dans l'apprentissage d'habiletés. Fait que là, on va parler beaucoup de stratégies pour gérer ton stress. Fait que là, on a eu un camp de printemps, puis déjà, il y en a, tu sais, des recrues ou des vétérans qui n'ont pas nécessairement touché de terrain encore, fait qu'ils veulent bien performer. Puis souvent, leur perception du stress va être encore une connotation négative, donc encore un peu des fois des chokes, des trucs comme ça. Fait que des stratégies pour gérer le stress. Beaucoup de trucs de yoga / pleine conscience, de comme des stratégies pour apprendre à te recentrer, en fait. Fait qu'on va faire des séances, même moi, que des fois, je vais guider un yoga, puis l'objectif, ça va être juste de suivre ta respiration, puis à chaque fois que ton cerveau vagabonde, tu dois te ramener. Ça, dans le fond, c'est un entraînement mental. Ouais. Sinon, en saison, il y a beaucoup de séances où est-ce qu'on va journaler parce que on a comme bâti un petit journal mental de l'athlète, puis on a des exercices à faire dedans. Fait que le lundi, ça va être beaucoup un self-reflection de ton match que tu viens de jouer. Quels sont les trucs que tu peux améliorer? Fait qu'on va travailler beaucoup avec le concept de 1% Better, là, qui vient de James Clear, qui est un chercheur qui a publié un livre extraordinaire. Puis, fait qu'est-ce que tu peux faire 1% de meilleur cette semaine? Ouais. Puis, le vendredi, ça va être beaucoup vers la fin de la semaine, plus une espèce de petit dopage psychologique de nomme-moi tous tes bons coups cette semaine pour être sûr qu'on vient booster un peu ta confiance la veille d'un match. Mais sinon, tu sais, il y a plein de choses. Là, on va travailler beaucoup sur l'idée d'être agile mentalement, la flexibilité psychologique. Travaille beaucoup avec les routines aussi, les routines d'avant-match, routines en équipe, mais individuelles. Parce qu'avant chaque match, on a une petite routine mentale, dans le fond, pour s'activer mentalement en équipe, puis à la mi-temps aussi. Fait que ça, on développe ça aussi en saison. Plein de choses. Des fois, je leur donne des petits objectifs hebdomadaires, mettons, mentaux ou des trucs comme ça. Fait que, ouais. Dans le avant-saison, c'est très... on bâtit des habiletés mentales, je vous donne du knowledge, un peu des connaissances, des stratégies. Puis en saison, c'est plus... Ils devraient être rendus un peu autonomes. Puis on fait plus comme des rétroactions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là mentalement? Comment on peut s'améliorer, etc. Ouais. Puis est-ce que tu les rencontres aussi individuellement? Parce que là, tu dis qu'il y en a, ils sont 100, tu sais. 100 personnes, tu sais, imagine, mettons, je sais que tu n'es pas une psychologue, mais tu sais, mettons, là, des consultations de psychologue avec 100 personnes, c'est beaucoup, là. Ouais, c'est sur base volontaire, les séances individuelles. OK. Puis le coach en chef
et moi, on rit souvent de ça parce qu'on a ouvert sur base volontaire les séances individuelles. Puis je me souviens, la première année, j'étais comme « Ah, j'espère qu'il va y avoir des gens, tu sais. » Puis on s'est un peu fait attraper au jeu dans le sens que finalement, il y en a beaucoup. Ouais. Et je dois avoir peut-être comme, je dirais 70 sur 100, mettons. Ouais, il y en a une trentaine que je vois pas. Puis c'est bien correct parce que tu veux jamais forcer quelqu'un à en faire. De toute façon, ça va être full de résistance. Ouais. Puis dans les 70, ben, tu sais, ça varie. Là. Il y en a que je vais voir aux semaines, aux 2 semaines. Il y en a que c'est comme je vais voir 3 fois dans la saison, puis c'est tout. Okay. Il y en a même que j'ai en tête, que j'ai vu en début de saison avant le premier match parce qu'ils étaient full stressés de leur première performance sur le terrain. Puis on a parlé de quelques petites stratégies, puis je les ai pas revues après parce que ça a super bien été. Fait que, ouais, ça dépend. Puis c'est quoi que tu fais dans ces rencontres-là, one-on-one, puis ça dure combien de temps? T'sais, est-ce qu'ils ont le droit de rester genre 2 heures avec toi ou comment ça se passe? C'est jamais 2 heures. Je me book toujours 1 heure. OK. J'ai de la misère, ils le savent, là. J'ai de la misère à... J'essaie fort de respecter le temps des gens, mais puis il y a toujours une athlète qui attend dehors parce que je suis toujours 5-10 minutes en retard, parce que j'aime ça, puis je suis passionnée par les mecs en face de moi, mais des fois aussi, quand on a fait le tour, ça peut être 30-45 minutes, mais souvent, ça va être 1 heure. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben il y a toujours un intake session, fait que je vais comme prendre le plus d'infos pour vraiment connaître la personne. La première étape, c'est toujours pour moi de bâtir l'espèce d'alliance un peu, puis de développer un lien de confiance. Puis une fois que j'ai ça, ben je suis une consultante qui va être plus, on dit person-centered, fait que je vais beaucoup questionner. Puis on s'en parlait tantôt avant de commencer, mais je vais rarement donner des conseils, sauf si tu m'en demandes. Fait que je vais plus avoir une approche que je vais te questionner sur plein de trucs puis t'amener un peu à trouver tes propres réponses parce que une croyance un peu que les gens... On est la personne qui est la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour nous, tu sais. Fait que c'est un espèce de moment aussi de comme juste faire réfléchir la personne puis de s'arrêter 1 heure dans sa semaine pour se poser des questions sur sa vie puis sur son sport puis sur son bien-être. Ce qu'on fait pas dans l'espèce de brouhaha quotidien de la vie aussi quand t'es un étudiant athlète puis que t'as 5 cours à l'université, un sport qui fait 40 heures semaine de football puis fou, là. T'as un chum ou une blonde puis... Ça finit pas, là. C'est vraiment fou, tu sais. Puis est-ce que tu as déjà vécu une situation, genre, vraiment intense? Que je te pose ça parce que je viens de finir le documentaire avec Lewis Capaldi qui vient de sortir sur Netflix. Je sais pas si tu l'as regardé. Je l'ai pas vu, non. Puis, tu sais, là, on le voit, là, tu sais, vraiment concentré dans ce documentaire-là, l'anxiété de performance puis la pression sur une personne, mais genre, tu sais, c'est comme s'il y avait, genre, l'univers qui pesait sur ses épaules parce qu'il est parti de, comme, faire des shows dans des pubs à être une superstar, genre, top 100 dans le monde. Fait que tu le vois, comme, se détériorer dans le documentaire à cause de l'anxiété. Puis tu le vois commencer à avoir des twitches d'épaules, puis c'est incontrôlable, puis il sue, genre, mais comme, il continue à marcher vers en avant, puis tout, mais il twitch, comme, c'est pas de sens, puis ils ont découvert que c'était la tourette. Mais plus qu'il y avait de l'anxiété, plus qu'il twitchait, mais même c'est tout son corps qui bougeait, genre, comme ça avait aucun sens. Fait que je me demandais, t'as-tu déjà vécu de quoi avec, peu importe le sport, peu importe l'athlète, que tu t'es dit, oh, ok, ouais, il y a tellement d'anxiété, cette personne-là, genre, faut faire quelque chose. Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup d'anxiété de performance en ce moment. Ouais. Je sais pas c'était comment avant, parce que je n'étais pas dans ce domaine-là, mais j'ai l'impression que c'est, en ce moment, j'ai envie de dire aussi, pour moi, il y a une distinction entre de l'anxiété normative et de l'anxiété pathologique. OK, c'est quoi la différence? Bien, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'en ai des moments d'anxiété, tu sais, comme tout le monde. Ouais. Tout le monde en a sans exception. L'anxiété pathologique, c'est exemple, on pourrait diagnostiquer, un peu l'histoire que tu viens de raconter. D'après moi, la personne, Lewis Capaldi, se fait diagnostiquer de l'anxiété, tu sais. Probablement, oui. Donc, je trouve qu'on a comme utilisé le mot anxiété à outrance dans les dernières années, puis je l'entends quasiment dans toutes mes séances, comme je suis une personne anxieuse, puis là, il faut toujours que je fasse la job un peu de... Décortiquer. Ben oui, décortiquer, puis attends, tu sais, je suis une personne anxieuse, OK, mais de un, on veut pas nécessairement venir se surassocier avec être une personne anxieuse. Il y a une différence entre être une personne anxieuse puis avoir des moments d'anxiété. C'est vraiment pas du tout la même chose. C'est comme une suridentification, comme si on vient coller anxiété à la personne qu'on est, quand en fait, c'est plus des moments. Puis ça, tout le monde en a. Fait que je
pense qu'il y a une grosse partie de comment moi je l'aborde, c'est juste de normaliser, tu sais. Tout le monde en a, c'est correct. Puis c'est beaucoup dans la perception aussi, parce que c'est comme si encore aujourd'hui, puis sûrement pour encore quelques années, on associe stress, nervosité, anxiété à quelque chose de très, très négatif, quand en fait, c'est quelque chose de très, très normal, et même que ça a des bénéfices sur nos performances si on le perçoit de cette façon-là. Fait que tous les plus grands athlètes, ou même les chanteurs, les entrepreneurs aussi, ont du stress. Une des seules distinctions pour moi entre quelqu'un qui va utiliser son stress ou quelqu'un qui va choquer, exemple, dans le stress, avec le stress, c'est comment on le perçoit, en fait. Fait que c'est sûr que la personne qui se dit « Hey, je suis stressée, mais je sais que c'est bon, puis rappelle-toi, cette fois-là, dans le passé, tu étais stressée, puis tu as super bien performé. Mais c'est sûr que cette personne-là va clairement deliver une performance avec son stress, puis il va savoir l'utiliser. Tandis que quelqu'un qui roule un discours interne du genre « Oh mon Dieu, comment ça, je suis anxieuse. Oh mon Dieu, comment ça, je suis stressée comme ça. Voyons donc, c'est sûr que ça va pas bien marcher. » Ben, le choke, il va être créé un peu par ce discours-là, ce narratif-là, en fait. Fait que, par contre, je tiens quand même à dire que j'ai pas le droit de travailler avec un diagnostic de santé mentale. Donc, si, exemple, quelqu'un a de l'anxiété généralisée diagnostiquée, comme un TAG, mettons, ou si je vois des éléments qui me portent à croire que la personne pourrait se faire diagnostiquer de l'anxiété, je vais référer toujours à la clinique avec un psychologue. OK. Parfait. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a beaucoup de gars qui sont comme... Clairement, il y a beaucoup de monde qui viennent à tes rencontres, mais est-ce que quand t'es arrivé, ça a été bien accueilli, les gars étaient comme « Ah, yes, on avait besoin de ça » ou c'était comme « Bon, c'est quoi genre, ce niaisage-là? » C'était quoi la perception? C'était hot, là. Ah ouais? Ouais, je suis full chanceuse. J'ai souvent cette question-là en plus parce que tu dis un peu stéréotype, football, un monde masculin, âge universitaire aussi. Puis non, j'ai comme été tellement chanceuse. Puis je dis toujours un peu la même histoire, mais c'est quand je suis arrivée, il y avait des personnes de dernière année, des vétérans, qui étaient des êtres exceptionnels. Vraiment. Puis eux, ils m'ont accueilli. Tu sais, je m'en souviens même de un qui était un grand, grand leader au carabin. Puis notre première rencontre, il m'a dit hey, « Bienvenue chez vous », tu sais. Puis j'avais comme le cœur qui serrait. J'étais comme « Wow, merci tellement pour cet accueil-là ». Puis une fois que ce petit groupe-là, en fait, de personnes ont comme buy-in un peu à mes rencontres puis à mon travail, mais c'est comme si c'est un peu via eux que tout le reste s'est fait. C'est un peu le cœur de l'équipe. Puis, quand tu es une première ou deuxième année, bien souvent, tu vas suivre un peu ces rôles-là. Fait que j'ai été super chanceuse, puis je suis certaine là, qu'encore aujourd'hui, il y en a des fois que quand je fais des ateliers de groupe, ils doivent rouler les yeux, tu sais, ça se peut. Puis c'est bien correct. À chaque fois, je me rappelle que s'il y a une personne qui a appris quelque chose aujourd'hui, ma job est faite, puis je suis satisfaite. Mais non, j'ai été vraiment choyée. C'est tellement cool, ça. Puis avec, t'as dit aussi que tu suivais, là, t'allais dans pas long avec Boxe Canada. Est-ce que tu fais le même genre de travail, mais c'est un sport plus individuel pour le combat, mais I guess que tout le monde s'entraîne ensemble. Fait que c'est quoi la dynamique? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Y a-tu encore des rencontres avec tout le monde, individuelles? À quoi ça ressemble avec Boxe Canada? Ça ressemble, honnêtement. Il y a des trucs de groupe qui sont des habiletés mentales spécifiques à ce sport-là. Puis, il y a des séances individuelles, toujours sur base volontaire aussi. Il n'y a pas grande différence, à l'exception que ces gens-là sont payés, dans le sens pour faire leur sport, c'est leur job à temps plein, tu sais, de s'entraîner le matin, de s'entraîner le soir. Il y en a aussi qui vont aller à l'école en même temps, qui est extrêmement demandant, fait que ça va quand même être similaire. Tu sais, dans le fond, c'est juste qu'on parle d'un niveau national versus d'un niveau universitaire, mais c'est deux très hauts niveaux au Canada, fait que ça se ressemble. C'est en anglais. C'est la seule grosse distinction. La seule grosse distinction que je vois. Puis, est-ce que pour... c'est des sports, les deux, football et boxe, c'est des sports relativement violents, là, tu sais, surtout pour la tête. Est-ce que tu vois des effets à ça? Tu sais, un exemple, un boxeur que ça fait une couple de fois qui se fait puncher un peu trop fort, un joueur de foot, ça fait très longtemps qu'il fait ça depuis qu'il est jeune. Est-ce que tu vois un peu plus d'anxiété, plus de stress ou des trucs comme ça avec, mettons, les coups à la tête?
C'est une bonne question. En boxe, j'ai comme pas été consciente d'une problématique ou d'un défi en lien avec ça. OK. Du moins pas depuis que je suis là, mais ça fait pas non plus hyper longtemps. Ça fait comme 1 an et demi, puis j'ai vu des blessures, tu sais, à l'épaule qui ont comme... qui ont joué sur des carrières puis tout ça, mais j'ai rien vu à la tête. OK. J'ai même pas, en toute honnêteté, j'ai même pas vu d'athlète avoir des commotions avec Boxe Canada depuis que je suis là. Ouais. Mm-hmm. Parce que, mettons, j'ai une compagnie de production vidéo, puis on a commencé un boxeur à un moment donné. Fait que là, on le suivait, puis tout ça, puis c'est un jeune boxeur, puis c'était vraiment le fun. On a vu d'autres boxeurs, tu sais, qui avaient de la misère à mettre 2 mots, là, un devant l'autre, là. Je te crois. Puis ça, j'étais là, genre, hey, c'est fou, mais c'est leur job, là, tu sais, c'est leur gagne-pain, fait que tu peux pas dire, genre, ben, arrête. Parce que c'est comme, ben, comment tu veux que je paye mes affaires, tu sais. Fait que je me demandais si il y avait un plus haut taux de stress ou moins de stress parce que t'es comme eu tellement de quoi à la tête ou y a-tu un stress parce que t'es comme hey si j'en reçois un autre encore. Ça me piquait ma curiosité, ça. Ouais, c'est bon comme question. Justement, j'ai une stagiaire qui est étudiante au doctorat qui fait son projet de recherche sur les commotions puis tout ce qui est relié à la psycho du sport. Puis j'ai hâte de voir justement les résultats puis tout des études, mais il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dedans parce que, tu sais, même si on pense à comme... Je sais pas si t'as vu le documentaire Concussion. Mais j'ai vu le film avec Will Smith, mais ouais. Il y avait un documentaire qui était comme un peu plus explicatif. Okay. Puis je pense, à mon souvenir, la NFL a payé une somme... Pour... il faut faire enlever ça. Ouais. Puis honnêtement, je comprends parce que ça m'avait shaké pas mal. Mais même le film... on dirait que ça te tente plus d'envoyer tes enfants jouer au foot comme premier sport, là, quand vraiment, tu vois ça. Ouais. Vraiment. Mais ça a été beaucoup plus réglementé. Par contre, tu sais, dans les dernières années, c'est vraiment, vraiment plus... Il y a beaucoup moins de choses qu'on a le droit de faire. Ouais, puis en boxe, sont quand même... Ben, je veux dire... Ouais, je suis comme pas assez... J'ai peur de dire quelque chose que je connais pas assez, c'est bien correct, mais je voulais vraiment parler de... toi avec tes rencontres, tu sais, quand tu vois ce monde-là, c'est vraiment pertinent. Puis, tu sais, à la boxe, est-ce que tu vois aussi, vu que tu te dis qu'ils sont payés, est-ce que tu vois un peu ce stresseur supplémentaire ou cette pression supplémentaire de comme, là, c'est un combat pour une grosse bourse, tandis que, mettons, une game de foot, les gars, c'est universitaire. Est-ce que tu vois une différence? Puis, comment tu leur dis de dealer avec ça? Je vois pas de différence parce que dans le fond, chaque personne, c'est un peu sa propre réalité. Fait que dans le sens, le joueur de foot qui s'en va jouer son 3e match universitaire, pour lui, c'est comme « wow », tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Pour lui, c'est sa plus grande réalisation, tu sais, tandis que l'athlète qui s'en va se battre au Pan-Am ou au Worlds, tout ça, ou le boxeur, la boxeuse, ben pour elle ou pour lui, c'est sa réalité aussi, tu sais, fait que c'est comme un peu... je pourrais jamais diminuer ou augmenter quelque chose. Fait que je vais essayer de traiter chaque performance comme étant, comme étant la réalité de l'athlète et comme étant une performance à part entière et non pas comme « Oh, ça, c'est vraiment... » Toi, t'es plus importante. Mais oui, comme « Ah, franchement, là, t'es un athlète universitaire. Relax, ça, c'est un match de saison. Tu sais, jamais de la vie. » Parce que pour lui ou pour elle, c'est important. Puis pour moi aussi, en fait. Là, je veux dire, même pour moi qui va dans une saison de football ou qui va aux Jeux olympiques, mettons, ça reste grandiose. Ouais, c'est ça. Fait que je vois pas tant de différence. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, avec la boxe, est-ce que tu vois un... Tu sais, vu que tu es tout seul sur le ring, est-ce que tu vois une différence ou juste un stress? C'est pas nécessairement une différence entre les deux, mais comme, tu vois-tu ce stress-là de comme, OK, c'est... Parce que l'affaire qu'il y a une saison de foot, une saison de hockey, une saison de basket, c'est comme, tu as toute la saison pour arriver avec un nombre de victoires ou whatever, mais un combat de boxe, c'est comme, c'est aujourd'hui, à telle heure, pendant X nombre de temps, que tu dois être excellent. Puis si ça avait été demain, que tu avais été top shape, ben c'est trop tard. Est-ce qu'ils ont cette pression-là, puis comment tu deals avec ça? C'est vrai, tu as raison. Surtout qu'en boxe, ils vont pas nécessairement se battre souvent. Non, c'est ça. Dans l'année, oui. Fait qu'on va comme essayer... Dans le fond, l'idée, c'est mentalement de les faire piquer au bon moment, tu sais, selon les compétitions dans l'année. Puis en plus, en sports nationaux, souvent, on n'a pas beaucoup de jeux au sens où
c'est très dernière minute. T'sais, on peut savoir que dans 2 semaines, il va y avoir une compétition, puis on y va, finalement. Fait que c'est difficile à gérer. C'est beaucoup d'apprendre à l'athlète à tolérer l'incertitude. Puis aussi, quand on a la date, ben maximiser autant j'ai envie de dire, ton repos mental pour être sûr que tu rentres dans le ring avec une activation cognitive, puis d'être prêt un peu à réagir, ta prise de décision soit sharp, ton temps de réaction soit sharp. Puis si tu es fatigué mentalement, ça peut être... En fait, ça peut avoir des impacts négatifs sur plein de sphères mentales. Tu sais, juste dans... Si, exemple, tu te fais caler un holding, mettons, puis là, tu deviens émotif, t'es fâché, t'es frustré, ben si t'es fatigué, ça peut être encore plus dur de revenir puis de réguler tes émotions. Fait que souvent, on va travailler beaucoup le repos mental proche d'une compétition, s'assurer que t'es fresh mentalement, comme un peu... avant une game, c'est bien rare, tu vas aller faire un double training physique au gym, tu sais. Même affaire mentale, tu vas utiliser des stratégies, soit de wakeful resting ou des stratégies juste pour te reposer mentalement, déconnecter un peu de ton sport, c'est contre-intuitif, mais... puis, tandis qu'en football, on va beaucoup, ou même en saison, qu'on a plusieurs matchs, j'ai l'impression qu'on va l'aborder un peu différemment au sens où tu peux perdre, vas-y, tu sais, comme we should seek failure, dans le sens que perdre ou avoir de l'adversité, du moins, égale growth, égale croissance, égale on apprend des trucs. Puis, exemple, prenons l'équipe de football, on a 8 matchs en saison, ensuite, il y a les playoffs, ben c'est correct de perdre en saison. Personne n'aime ça, puis il n'aimerait pas ça m'entendre dire ça, mais on est beaucoup dans l'idée d'être dans le processus et non pas le résultat, puis c'est le temps de perdre, c'est le temps d'apprendre des choses, c'est le temps de faire des erreurs pour qu'on pique au play-off. Ouais, c'est ça. Tandis qu'en boxe, tu as raison que si tu piques pas à ce moment-là précis, ben tu viens peut-être de perdre ta chance pour te qualifier pour les prochains Jeux olympiques. Fait que c'est vrai que c'est un stress qui gère beaucoup, j'ai envie de dire, ce qui est plus difficile à gérer. Ouais, vraiment. Puis, mettons, j'avais une situation que je trouvais ça vraiment intéressant. Avant, tu peux-tu replacer ton micro plus proche vers toi? Ouais, that's it. Il y a une situation que je vais te parler parce que je trouve ça tellement intéressant. Tu sais, mettons les athlètes comme mettons Michael Jordan, OK? Que tout le monde le sait, qui était extrêmement toxique pour gagner. Tu sais, fait qu'il était intimidateur envers ses collègues, puis mais dans le sens de je vais te pousser tellement fort que tu vas gagner. Fait que c'est toxique comme environnement parce que t'as peur d'aller au gym, t'as peur de jouer contre Michael, t'as peur d'être sur le banc, t'as peur de faire un mauvais jeu parce que Michael il est là. Mais t'as 6 rings parce que t'es la dynastie, puis vous gagnez tout le temps. Qu'est-ce que t'en penses de ça? T'sais? Est-ce que, comme, pour être dans les meilleurs, pas genre, bon, meilleurs du monde, genre, il faut un peu avoir ce genre de tic-là, comme, un peu être dérangé mentalement, mais comme, ça fait que t'es dans les meilleurs au monde, genre? OK, attends, je vais te donner ça va être une opinion. Ouais. C'est vraiment intéressant, je trouve, comme vraiment, sujet, là. Vraiment, puis ça me trigger des fois, ces histoires-là, un peu. Puis là, je vais tout le temps faire la job de me demander qu'est-ce qui me trigger, puis dans le fond, c'est des croyances personnelles aussi, c'est mon expérience, mon vécu qui parle, fait que, ceci étant dit, j'ai beaucoup de la misère avec ces histoires-là, c'est sûr, mais pas avec l'histoire de Michael, plus avec le fait qu'on va amener tellement de light, puis de lumière, puis de valeur à ces histoires-là, puis on va les mettre beaucoup de l'avant. Puis pour moi, c'est l'exception à la règle, au sens où, comme, il y en a eu, là, tu sais, même en boxe, là, il y en a eu des personnes que ça a été ça, cette espèce de hargne-là, puis je vais dire, un mécanisme de overcompensate, qu'on va surcompenser quelque chose, puis ça va être un peu, comme tu dis, le mot toxique ou maladif. Puis je trouve que notre société met de l'avant ces histoires-là. Puis je trouve ça un peu dommage parce que quel message on envoie en fait aux prochaines générations, comme si c'est ça la méthode pour réussir. Qu'en fait, je vais parler pour moi. Moi, comment j'aborde mon travail, c'est un peu à l'opposé de ça. C'est un peu de défaire ces mythes-là. Fait que quand des trucs comme ça continuent à sortir, je suis toujours bittersweet un peu. Je suis comme, OK, tu sais, peut-être you do you, tu sais, peut-être ça allait fonctionner comme
pour toi, mais ne prenons pas cette histoire-là en disant que c'est ça la solution miracle pour que tu réussisses à avoir 6 rings, mettons, tu sais. Fait que, puis il y en a d'autres histoires qui sont, je veux dire, que ça soit LeBron ou que ça soit Roger Federer, mettons, que c'est des histoires un peu plus équilibrées, un peu plus saines, puis qui sont plus dans... Je veux dire, ça reste qu'il y a une volonté puis un travail vraiment, vraiment, puis une éthique de travail vraiment wow. Mais LeBron, du moins dans les histoires les textes que j'ai lus, il est reconnu comme étant un leader incroyable, puis les gens alentour de lui l'aiment, puis je pense pas qu'on est obligé de pousser les gens négativement ou de leur faire peur ou d'instaurer un climat de peur pour performer. Puis aussi, je me questionne sur, une fois que le sport est fini puis que tu as tes 6 bagues, ben, tu sais, Michael, c'est un peu triste, sa vie, là, dans le sens qu'il n'y a pas d'amis, du moins ce qui nous est présenté, en tout cas. Je connais pas toutes les informations, mais c'est après quoi, tu sais? Comme si, je veux dire, une fois que tu as la bague, tu l'as célébrée, tu es content, tu es contente, ben... c'est temporaire, c'est futile, c'est comme le processus, tu l'as-tu apprécié au moins ou tu étais dans un climat de peur pendant toute l'année pour avoir cette bague-là qui va te faire plaisir quelques instants, puis ensuite quoi? C'est comme... Ouais. Je comprends, c'est vraiment intéressant parce que j'avais un autre aussi scénario que je trouvais intéressant, c'est parce que là, mettons, c'est une personne qui est toxique dans ce climat-là, mais mettons, mettons, je vais prendre l'histoire de Nigel Houston, le skateboarder, que si j'ai bien lu puis bien entendu, c'est genre son père le traînait vraiment, vraiment intensément quand il était jeune. Comme Tiger, genre? Comme Tiger, exactement. Dans ce même style-là, de comme, genre, c'est très intense, puis il faut que tu réussisses, puis tout ça, mais ça donne le meilleur athlète du monde dans ce sport-là. Justement, qu'est-ce que t'en penses aussi de ça? J'ai envie de dire, ça dépend comment c'est fait, un peu, parce que je connais pas assez bien l'histoire pour comme donner mon opinion là-dessus, mais je veux dire, si l'athlète adhère à ça, puis qu'il a du plaisir à travailler fort, puis que le parent le fait pas sous forme de manipulation ou de forcer l'athlète, mais plus comme je te prends par la main, puis ensuite l'athlète aime ça, puis enjoy ce processus-là, ben vas-y, tu sais, let's go. C'est plus si, exemple, il y a certains signes avant-coureurs que l'athlète n'a plus de plaisir, n'est pas bien, c'est trop pour lui, mais qu'on continue à le pousser, forcer. C'est sûr que je suis moins alignée avec ça, cette pratique-là, mais ouais, je dirais que ça dépend. Ouais, je comprends. C'est sûr que chaque cas est unique, puis tout ça, tu sais, c'est juste des histoires des greats, tu sais, que je me dis, genre, c'est intéressant à comprendre, genre, de ton point de vue, savoir, genre, c'est sûr que c'est jamais une bonne chose que quelqu'un est malheureux, tu sais. Mais après ça, tu dis, mais imagine, de 10 à 18 ans, c'était tough, genre, mais maintenant, t'as comme la vie t'es le meilleur au monde, genre, est-ce que c'est worth it? Oui, non. C'est tellement, ben, c'est, comme tu dis, c'est unique à chaque personne, là. Ouais, puis je me questionne sur, comme, des fois, je me demande si c'est un peu aussi médiatique, dans le sens que ça vend des histoires comme ça. Vraiment, les gens le storytelling est bon. Là, exact. C'est mieux ça que de dire, moi j'ai eu mon enfance, c'était smooth, puis c'était le fun, puis genre tout était beau, puis maintenant je suis le meilleur au monde. Puis t'es comme, bon, ben ok, tu vas pas être le cover du magazine, buddy. C'est ça, c'est ça. Puis il y en a, c'est sûr, des histoires comme ça. Je trouve ça comme dommage qu'on les montre pas. Tu sais, en voyant des fois aussi l'autre côté de la médaille, puis... Mais bon, je vais continuer à travailler dans cette direction-là. Dans le fond, c'est ça mon purpose un peu de ce qui me drive tous les jours, c'est d'essayer un petit peu par petit peu à comme, tu sais, les classiques, là, no pain, no gain. Oui. Oh my God, plus capable. Ouais. Ou les, genre, tu sais, pour réussir, il faut que tu en fasses toujours plus. Puis c'est pas vrai, faut que tu fasses mieux, en fait. C'est plus, faut que tu le fasses... on appelle ça de la pratique délibérée, mais c'est t'assurer que chaque moment de pratique, ça soit des pratiques qui ont un purpose, qui soient bien intentionnées, pas bien intentionnées, mais que ça soit clair qu'est-ce que tu t'en vas pratiquer. Pas juste, je m'en vais être meilleur au basket. C'est comme moi, mais qu'est-ce que tu travailles aujourd'hui? Qualité, over quantité, classique qu'on entend souvent, mais pratique mieux, pas pratique plus. Repose-toi mieux. Tu sais, c'est juste... No pain, no gain. Souvent, on va dire, même j'ai une athlète qui fait du triathlon de très haut niveau, puis elle dit... Elle s'est écrit
dans plein d'endroits dans son appartement, puis sur son wetsuit, no fun, no gain, puis elle aussi, elle participe à comme essayer de briser ces mythes-là parce que elle a du plaisir, puis elle performe, puis je pense qu'elle est tannée de l'environnement un peu de comme, faut que ça fasse mal pour être bon ou bonne. Comme, non, c'est pas obligé. C'est vraiment intéressant, ça, parce que j'ai joué au hockey vraiment longtemps, puis on dirait que des fois, j'avais des games que j'étais comme... Tu vois, là, j'ai juste goût de gagner, j'ai juste goût d'être bon, j'ai goût de marquer des buts, puis c'était mes pires games à chaque fois. Puis les games que c'était smooth, puis c'était comme, genre, hey, on va avoir du fun, puis tout ça. Genre, les coachs aiment pas ça. On dirait l'ambiance de comme, tout le monde rit, puis tout ça. Mais pas qu'ils aiment pas ça, c'est genre, c'est le fun de voir des jeunes qui ont du fun, mais c'est comme aussi un peu un moment de comme, vous êtes sérieux? Genre, est-ce que vous prenez ça au sérieux? Mais maintenant que je joue plus dans des ligues comme compétitive, que je joue juste pour le fun, je me dis tout le temps, puis si ma copine me le rappelle souvent, elle me dit « Hey, lui qui a le plus de fun gagne. » Si tu sens ça, je me dis, genre, si j'ai du fun, je gagne. T'sais. Fait que si, à la fin de chaque game, elle va jamais me demander, genre, pis, tu sais, t'as-tu gagné? Elle va dire, t'as-tu eu du fun? Puis c'est comme, je trouve que c'est la parfaite façon, parce que quand j'ai du fun, je ris, je parle aux gars, ça agace, je fais des jokes, puis genre, t'es smooth, puis comme, toutes tes feintes fonctionnent, puis tu vises bien parce que, genre, toute ta tête est tellement claire, mais quand t'es juste focusé, genre, faut que je fasse un but, faut que je fasse un but, faut que je fasse un but, tu vas jamais scorer, genre. Fait que je trouve ça intéressant. C'est tellement bon ce que tu dis. Il y a comme full d'éléments, le « faut que », qui est comme à la base, mettons, le discours que j'entends le plus souvent, puis qu'on essaye de supprimer, en fait, quasiment d'un vocabulaire, parce que « faut que » égale, je viens automatiquement de me rajouter de la pression. C'est comme si j'ai pas le choix de. Puis aussi, tu dis la notion de fun, t'es plus loose un peu. Léger, puis Mais c'est ça, c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que dans le fond, c'est que notre tête est corrélée avec notre corps physique. Fait que quand on est dans un mindset un peu plus comme tendu ou genre faut que ou stressé ou même concentré sur le résultat puis faire des buts, généralement, ce qui se passe, c'est que au niveau du traitement de l'information, bien, vu que c'est corrélé avec notre corps physique, comment ça s'exprime dans le corps physique, c'est de la tension. Fait que c'est très rare que tu vas tenir ton bâton en étant loose, ça va être un peu plus tendu et donc faire des shots au but de façon un peu plus manipulée. C'est moins free, un peu, comme. Fait que c'est beaucoup en golf, on va parler avec ce vocabulaire-là parce que, tu sais, fais un backswing de golf ou au moment de l'impact avec ta balle, puis t'essaies de manipuler un peu ton coup, ben ça sort jamais par quelque chose de très bon. Fait que, puis ils vont souvent utiliser les mots « j'étais pas loose »,« j'étais pas free ». Puis c'est parce que, dans le fond, t'accordes beaucoup trop d'impact au résultat de ta shot, tu sais. Quand si t'es juste focus dans le processus de ta routine, d'en faire tes éléments de façon claire, dans le bon ordre, ben là, justement, le résultat va prendre un petit peu moins d'importance au niveau de ton cerveau, puis la shot va être un peu plus naturelle, plus free, puis ça va donner généralement un résultat beaucoup plus beau. Fait que c'est comme si on le prend pas du bon bord, tu sais. Non, c'est ça. On pense juste au résultat parce que c'est ça qui est important, mais en pensant pas au résultat, ou du moins en essayant, parce que c'est un peu impossible, mais on va avoir un meilleur résultat. Exact. Juste qu'on le fait pas du bon sens. C'est tellement intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. Puis, j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs, puis j'aime ça aussi parler de comme un peu la côté carrière de la personne, puis tout ça. Puis, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui écoutent ce podcast-là. Fait que, puis, je sais qu'il y a un gros enjeu de santé mentale avec les entrepreneurs ces temps-ci. Puis, la pression, puis l'anxiété de performance. Qu'est-ce que... mettons des trucs tangibles qu'un entrepreneur pourrait faire, ou même quelqu'un qui n'est pas un entrepreneur, qui vit beaucoup de pression dans sa vie, qu'est-ce que tu conseilles de faire pour diminuer un peu cette pression-là? C'est peut-être un peu on the spot, là, mais... C'est correct. Entrepreneur, ben premièrement, je vais dire qu'il y a un vraiment bon livre à lire, qu'il y a un consultant en performance mentale qui s'appelle Jean-François Ménard qui a écrit un livre qui s'appelle L'Olympien au bureau, qui est en fait des stratégies de préparation mentale adaptées à l'entrepreneur. Fait que ça, de un, c'est très cool parce que ça donne des stratégies vraiment concrètes, puis il explique même, puis je vais le dire parce que je trouve ça important, tu sais, les athlètes de haut niveau national, souvent, leur vie va être bâtie alentour de leur horaire d'entraînement, donc tout est disposé pour que leur performance soit optimale, tandis que quand tu es un entrepreneur ou une entrepreneur, généralement, ça vient avec toutes les autres tâches alentour, les tâches connexes, tu sais, la famille, les relations sociales, etc. Fait que
c'est encore plus dur de performer dans les moments opportuns parce qu'il y a tout ça alentour qui se passe aussi. Tu sais, t'as un environnement qui n'est pas nécessairement conçu pour piquer au bon moment comme un athlète, tu sais. Exact. Fait que c'est difficile, pour vrai, c'est vraiment difficile. Je dirais de comme, premièrement, établir une liste de non négociables. C'est quoi, toi, tes non négociables qui vont te permettre de t'assurer d'être dans du bien-être, d'être dans un bon espace mental? Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Moi, ma liste de non négociables, c'est faut que je bouge au moins 45 minutes par jour, que ça soit un spinning, que ça soit même aller marcher ou faire un yoga. Faut absolument que je fasse ma petite routine du matin. Dans ma routine du matin, j'ai mon petit journaling, mais j'ai aussi genre mon petit shot comme vivifiant, shot de jus frais, pas un shot d'alcool. Fait que puis journaler, en passant, ça a un pouvoir énorme parce que c'est reconnu dans la science que quand tu mets sur papier comment tu te sens, on vient d'y enlever un peu beaucoup de pouvoir sur nous. Fait que dans les moments de stress, je vais conseiller ça à des athlètes, mais aussi à des entrepreneurs de juste écrire comment tu te sens ou d'en parler pour un peu le vider. Un peu, tu sais, on dit « get out of your chest », là, un petit peu. Fait que ça va avoir l'air vraiment quétaine, mais méditer, là, pour vrai, ou même juste, je vais dire, juste de l'immobilité. D'avoir un moment dans notre journée que c'est pas un meeting seté back-à-back, puis d'avoir juste un comme 10-15 minutes que c'est de l'immobilité, puis que c'est alloué pour toi, que tu peux être assis, tu peux être en silence, tu peux écouter de la musique, etc. Des fois, moi aussi, quand j'ai beaucoup de pression, je vais comme prendre un 5 minutes, je vais me partir une tune avec mes écouteurs, puis je vais danser, ça va comme sortir un peu mon fou. Je comprends, ouais. Ça aussi, ça fait du bien. Je vais dire la respiration parce que c'est immense aussi en termes de physiologiquement, tu sais, de juste revenir à notre respiration. Tu sais, on fait beaucoup en football un 4-4-4. C'est t'inspires en 4, tu gardes 4, t'expires en 4, puis c'est incroyable. Pour vrai, ça a l'air tellement banal, mais juste une respiration que tu viens volontairement ralentir puis que tu viens te connecter à, fait que tu sais, de revenir dans qu'est-ce qui se passe ici, maintenant, ça a un pouvoir infini parce que juste faire un 4-4-4, déjà, tu te sens un peu plus comme, un peu plus léger, plus lousse, plus calme. Fait que, respiration, journaling, en parler, vraiment, vraiment, que ça soit avec un psychologue ou un ami de confiance, une amie de confiance. Des fois, pour vrai, 80% de mon travail, c'est juste d'écouter quelqu'un qui veut, qui vit quelque chose. Puis juste d'en avoir parlé souvent, sans même avoir eu de conseils ou de stratégie, juste de l'avoir vidé, ça l'a fait une grosse partie du travail. Puis sinon, mini truc très rapide pour un entrepreneur, mettons, qui doit délivrer quelque chose là. Puis qui se sent stressé, puis qui sent de la pression. Je vais dire, les mots avec lesquels on choisit d'entretenir notre cerveau vont avoir un impact énorme sur comment on va performer. Fait qu'il y a une étude qui est sortie dans les dernières années qu'on utilise beaucoup, autant dans le monde entrepreneurial, mais aussi dans le monde sportif, qui est le stress, ça a une connotation encore très négative, comme on se parlait tantôt. Et ça s'exprime par des symptômes physiologiques du genre les mains moites, le cœur bat vite, des fois moi je vais devenir un petit peu rouge, etc. Et l'émotion qui est du côté du spectre avec une connotation un peu plus positive, c'est de l'excitation, qui est pourtant les mêmes symptômes physiologiques, symptômes physiologiques. Fait que là, il y a des chercheurs qui ont proposé, en fait, d'utiliser le mot « excité » au lieu d'utiliser le mot « stressé ». Puis ça, c'est quelque chose qui est un peu mais c'est pas un quick fix parce que ça peut prendre du temps avant que ça soit bien intégré, mais déjà, si tu dois aller performer pour quelque chose, donner un gros exposé vraiment important, faire une présentation à des investisseurs ou autres, au lieu de te répéter « je suis non bien stressée », ben de répéter comme « je suis excitée » parce que l'excitation, c'est une connotation beaucoup plus positive, donc on va percevoir ça comme quelque chose d'un peu plus nice, plus le fun, plus gérable aussi. Fait que d'utiliser ce mot-là parce que dans le traitement de l'information, ça va être quelque chose d'un peu plus le fun à utiliser que le mot stressé. Fait que ça va être quand même cool. Et, mettons, dernier petit conseil, ça, c'est un quick fix. Posture. Quand on adopte une posture fière,
Donc, exemple, le chest bombé, le menton un peu levé, qu'on est comme droit et proud, et fier. Ça fait 2 trucs au niveau hormonal. Fait que ça libère de la testostérone, qui est ton hormone de performance, puis ça l'inhibe le cortisol, qui est ton hormone de stress. Fait que dans le fond, juste en ayant une posture fière, tu viens jouer dans tout ce qui est sécrétion hormonale de façon vraiment optimale pour performer. Fait que souvent, ça, je vais le dire aux gens de... Tu sais, si t'es un peu stressé, ben adopte une posture fière, répète-toi que t'es excité, puis déjà, tu vas rentrer avec un peu plus de pouvoir ou de confiance ou de... un peu plus... Tu vas gérer mieux ta pression puis ton stress pour la performance qui s'en vient. Vraiment hot. Vraiment bon. Ouais, ça, c'est sûr que je clippe ça en extrait pour guide pour les entrepreneurs. Là. C'est vraiment hot. Je passe à la dernière section, qui est des sections que je pose à toutes mes invités. Donc, la première question s'appelle la question parfaite. Si tu veux t'asseoir avec 3 personnalités pour une soirée, gars, fille, mort, vivant, n'importe qui, ça serait qui? Ouais, j'y ai pensé vite tantôt... Est-ce que je l'ai lu en retard, la question? Oui, c'est parce que j'envoie les gens qui savent pas, j'envoie cette question-là aux gens un peu d'avance, mais j'ai envoyé ce matin pour pas que les gens mettent trop de thinking là-dessus. Genre, j'envoie pas longtemps avant le podcast, mais tu l'as pas vu, c'est pour ça. J'ai pas de notif sur mes réseaux sociaux parce que, comme tout le monde, ben pas comme tout le monde, mais j'essaie d'être moins sur mes réseaux sociaux. It's a good thing. OK, 3 personnes. Ben, il y a une personne que tu as déjà entendue dans tes podcasts précédents, mais c'est sûr que j'allais la nommer parce que je suis une fan finie. Elle s'appelle Brené Brown. C'est une chercheuse qui est extraordinaire. Je sais pas comment le dire autrement. C'est comme, elle a littéralement changé ma vie. Elle a fait un documentaire qui est sur Netflix depuis plusieurs années qui s'appelle Call to Courage, comme l'appel au courage. Et il y a honnêtement ma vie avant et ma vie après. Ouais. C'est comme elle t'apprend en fait à t'exposer, à être out there, let's be brave, puis à être dans l'arène. Puis moi, quelqu'un qui faisait pas les premiers pas ou qui s'empêchait de faire beaucoup de choses parce que j'avais peur d'un non, j'avais peur du rejet, j'avais peur de l'échec. Puis après ce podcast-là, je me suis mise à essayer des choses, puis à être vulnérable, puis à être courageuse, puis tellement hot. Je pense que ça fait partie de pourquoi je suis rendue avec ma job de rêve aujourd'hui, puis que je suis full reconnaissante, puis chanceuse. Et j'ai réécouté depuis au moins 27 fois son documentaire, Débile mental. J'ai lu tous ses livres, tous ses livres, elle a des livres extraordinaires. Fait que, ouais. Première personne. Numéro 2, ça peut être un personnage. Oui, sure. OK, je vais dire Ted Lasso. OK. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission, en fait. C'est Jason Sudeikis qui joue le personnage de Ted Lasso. OK. Mais dans le fond, c'est pas tant l'acteur que je rencontrerais plutôt que le personnage. OK, je comprends. Qui est... c'est une série, en fait, de soccer avec des concepts de croissance et de bien-être dans la série, mais qui participe un peu à défaire les mythes, justement. C'est comme un entraîneur qui connaît pas tant le sport, mais qui est juste wow comme être humain. Il est wow, il est vraiment wow. Puis l'espèce de, je vais dire, le principe de kill with kindness, un peu, c'est comme si, dans le fond, son personnage, c'est ça, c'est qu'il va désarmer les gens avec sa bienveillance. Puis c'est un peu le type de personne que je travaille à être, qui est complètement parfait, mais je le trouve extraordinaire. Puis je voudrais être le mix entre Brené Brown et Ted Lasso, genre un jour dans ma vie. Je comprends. C'est comme mes 2 wow non négociables. Parfait. 3e, c'est pas obligé d'être quelqu'un coulé dans le béton. Là. Pense à quelqu'un aujourd'hui que tu aimerais rencontrer. Ouais. Comme pas une big groupie dans la vie. J'hésite entre comme, je dirais possiblement Serena Williams pour, de un, j'adore le tennis, de 2, pour ce qu'elle a fait bouger comme chose en termes de féminisme, mais aussi en termes d'ethnicité. Je la trouve extraordinaire. Puis en termes de aussi body shame, de comme s'aimer, être out there, être brave, faire avancer les trucs, faire avancer la société. Fait que je la trouve extraordinaire pour ces raisons-là. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, ça serait ça.
Parfait. Ouais. Ben, c'est ça. Ça fait 3. Ouais. C'est perfect. Perfect. Ok. C'est vraiment des bons choix. C'est vraiment, Ok. vraiment des bons choix. Rapidement, ben, l'autre segment s'appelle réponse rapide. OK? Ok. Fait que pas d'explication, juste une réponse le plus rapidement possible. Ok. OK? Ton projet le plus marquant? Bâtir un département de performance mentale à l'Université de Montréal. Ouf, ça sonne, hein? Ça sonne très, très bien. Ton plus bel achat de ta vie? Des tickets pour aller voir le groupe Bon Hiver à Florence dans 3 semaines. Ah, tellement cool. Ouais, Vraiment hot. spontané. Un rêve secret? Ouh, ça c'est tough. Un rêve secret, aller travailler soit pour le PGA Tour ou pour NFL aux États-Unis. Ta meilleure habitude de vie? Là, tu en as beaucoup. Tu as nommé tout le matin et ton matin est très bon. La seule qui est implémentée de façon non négociable, c'est m'entraîner. Mon yoga, mon spinning, bouger. Bouger chaque Bouger. jour. Activité physique. Dernière section, under ou overrated. OK? OK. Fait que je te dis un sujet, tu me dis si dans la société aujourd'hui c'est underrated, fait que les gens ils trouvent genre ça pas assez cool, ou overrated, c'est genre les gens trippent ben trop là-dessus, puis ça sert à rien. Les smoothies. Underrated. OK. Les conférences en présentiel. Underrated. Le cinéma. Aller au cinéma voir un film. Lequel cinéma? Cinéma classique, là, genre Cinéplex. Là. Over. OK. Jeûner. Genre du fasting. Over. Les jeux de société. Underrated. Surtout Loup-garou. OK. Regarder la télévision. Overrated. Tiger Woods. Ouh, c'est dur. Overrated. Ouh! Ouf, Hot take. j'ai arrêté de respirer. Une bière froide. Je bois pas d'alcool. Overrated. Overrated. Les documentaires Netflix. Il y en a des vraiment bons, mais de façon générale, overrated. Très cool. Hey, merci beaucoup, Sarah, pour ton Merci à temps. toi. C'était vraiment le fun. Qu'est-ce que je peux mettre en description pour toi? Ton compte Instagram ou... Oui, absolument. Mon compte professionnel Instagram. Oui, parfait. Mhm. Parfait. Je vais mettre le lien. Si vous voulez voir qu'est-ce que Sarah pose sur les réseaux sociaux ou vous pouvez suivre les Carabins, Box Canada, Sarah est derrière tous ces beaux succès-là. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Merci, Sarah. Merci, bonne journée.